Une manœuvre administrative sans précédent et méticuleusement orchestrée au sein de la famille royale britannique a profondément bouleversé les rapports de force à Buckingham Palace. Après avoir passé 25 ans enfermé dans une réserve obscure, le portrait officiel de Diana, princesse de Galles, a retrouvé sa place dans l'espace cérémoniel le plus sacré du château de Windsor, la salle des matriarches. Cette opération a été conçue par le prince William, prince de Galles, et exécutée avec le précieux concours de la princesse Anne, princesse royale. L'installation soudaine du portrait a considérablement fragilisé l'autorité de la reine Camille, révélant un changement radical dans la hiérarchie interne de la monarchie et marquant l'aboutissement d'un quart de siècle de planification stratégique discrète de la part de l'héritière du trône. Pour saisir toute l'ampleur de cet événement, il faut d'abord examiner le contexte historique du portrait et la campagne systématique d'effacement qui a suivi la mort de la princesse Diana en août 1997. Ce portrait avait été peint au sommet de la gloire de Diana, la saisissant à l'apogée de son influence mondiale et de son impact humanitaire. Il était initialement destiné à orner le hall des matriarches, un mur prestigieux du château de Windsor, réservé exclusivement aux femmes qui ont marqué l'histoire de la monarchie britannique. Diana n'a jamais vu ce portrait accroché. Après son accident de voiture fatal à Paris, le tableau a été discrètement retiré, soigneusement emballé et relégué dans une réserve du palais. Il est resté dans l'obscurité pendant plus de 20 ans, délibérément caché au regard du public et des particuliers. Le retrait du portrait n'était pas un incident isolé. Il s'inscrivait dans une démarche plus vaste et méthodique, visant à effacer la présence physique et historique de la princesse Diana des résidences royales. Tandis que le monde entier pleurait ouvertement dans les rues la disparition de la princesse du peuple, une toute autre réalité se déroulait derrière les grilles de Buckingham Palace. Des sources royales ont rapporté depuis longtemps que, quelques heures seulement après la mort de Diana, des démarches administratives immédiates ont été entreprises pour localiser et récupérer les bijoux de la couronne qu'elle aurait pu détenir à Paris. Parallèlement, Camilla, qui avait été pendant des années la maîtresse cachée du prince Charles, une femme que Diana surnommait affectueusement le Rottweiler, a commencé à s'installer méthodiquement dans les espaces du palais où Diana avait autrefois vécu. Les agissements de Camilla ne se limitaient pas à un simple déménagement. Il s'agissait d'un effacement complet. Diana avait toujours disposé des fleurs fraîches dans ses appartements, choisissant soigneusement chaque composition. Camilla aurait ordonné que ces fleurs soient retirées et brûlées. La chambre où Diana avait dormi, où elle avait élevé ses enfants et où elle avait vécu l'effondrement douloureux de son mariage fut définitivement fermée à clé sur ordre de Camilla. Camilla n'avait aucune intention d'utiliser la pièce. Elle voulait simplement s'assurer qu'elle soit scellée comme une tache honteuse dans l'histoire familiale. Les effets personnels de Diana furent emballés et déplacés. Peu à peu, les photographies et les images de Diana commencèrent à disparaître des espaces cérémoniels les plus importants des résidences royales. Ce fut un processus graduel et insidieux. Un cadre fut déplacé dans une pièce plus petite, un autre dans un couloir délabré, jusqu'à ce que finalement la femme royale la plus aimée de l'ère moderne ait complètement disparu des murs de sa propre famille. Pendant plus de 20 ans, les chefs d'État étrangers, les premiers ministres et les propres fils de Diana passèrent devant le hall des matriarches à Windsor, pleinement conscients de l'absence criante là où son portrait aurait dû se trouver.
Les fondements psychologiques des actions récentes du prince William se sont forgés immédiatement après la mort de sa mère et les révélations profondément troublantes qu'il allait découvrir par la suite. À 15 ans, William a caché derrière le cercueil de sa mère dans les rues de Londres, un événement retransmis à des milliards de téléspectateurs à travers le monde. Il portait un costume sombre, le visage figé dans le masque stoïque exigé par le protocole royal. Il n'était pas un enfant naïf. Il était parfaitement conscient de l'infidélité qui avait détruit sa famille. Diana lui avait auparavant expliqué qu'il y avait 3 personnes dans son mariage. Une idée qu'elle a réitérée plus tard devant le monde entier lors de son interview explosive à Panorama en 1995. Cependant, la révélation la plus bouleversante que William ait jamais faite concernant sa mère ne provenait pas d'une conversation, mais d'un document hautement confidentiel connu sous le nom de Note Mishcon. En octobre 1195, 2 ans avant sa mort, la princesse Diana rédigea une note à l'attention de son conseiller juridique, Lord Mishcon. Dans ce document, elle exprimait clairement sa profonde conviction que son mari planifiait activement de la faire tuer dans un accident de voiture orchestré. Elle citait notamment une défaillance des freins et une grave blessure à la tête comme méthode envisagée, affirmant que cela permettrait au prince Charles de se remarier. Elle prétendait en outre que Camilla n'était qu'un leurre et qu'elle était manipulée par la famille royale. 2 ans plus tard, Diana mourut dans un tragique accident de voiture sous le pont de l'Alma à Paris. Après sa mort, la note Mishcon fut remise à la police britannique. Inexplicablement, ce document crucial resta intact et sans enquête dans un coffre-fort de Scotland Yard pendant 6 ans, tandis que le public britannique se livrait à d'interminables débats, théories et enquêtes sur l'accident. Personne au sein des autorités britanniques n'a jamais fourni d'explication satisfaisante quant à la raison pour laquelle un document prédisant les circonstances exactes de la mort de la princesse fut dissimulé à l'enquête officielle pendant plus de 5 ans. Lorsque le prince William, devenu adulte, lut enfin le contenu de cette note, réalisant ce que sa mère avait craint durant les dernières années de sa vie, quelque chose en lui se durcit profondément. Il contempla l'effacement systématique de la mémoire de sa mère au sein même du palais orchestré par celle-là même qui avait usurpé son rang, et il entama une attente silencieuse de 25 ans. À 16 ans, William aurait laissé éclater sa colère en privé, confiant à un proche qu'il tenait Camilla pour responsable de la mort de sa mère. Il exprima sa conviction que Camilla s'était immiscée dans la vie de son père, éloignant Diana de sa propre famille, la privant de la protection royale et l'isolant jusqu'à ce qu'elle se retrouve seule et sans défense dans un tunnel parisien. Pendant les 25 années suivantes, William nourrit ce profond ressentiment en silence. Il ne suivit pas la stratégie de son frère cadet, le prince Harry, qui choisit de rompre publiquement ses liens avec la famille royale en publiant ses mémoires « Spare » en 2023. Harry a décrit en détail comment ses 2 frères avaient supplié leur père de ne pas épouser Camilla, la présentant comme une méchante belle-mère qui les avait sacrifiés pour sa propre réhabilitation publique. Harry a choisi l'exposition médiatique et a assumé les conséquences d'une rupture totale avec son père. William, à l'inverse, a opté pour une discipline de fer. Il a serré la main de Camilla à Noël, a posé à ses côtés sur les photos officielles et a publiquement soutenu son accession au titre de reine consorte sans se sourciller. Il a appris les rouages complexes et bureaucratiques de la monarchie mieux que quiconque, transformant l'institution elle-même en son arme ultime. Il a patiemment attendu
d'avoir l'autorité absolue pour agir, s'assurant ainsi que Camilla ne verrait jamais venir les conséquences de ses actes. William n'était pas le seul membre important de la famille royale à nourrir un profond ressentiment envers la reine Camilla. La princesse Anne, princesse royale, nourrissait elle aussi une rancune antérieure à l'entrée de Diana dans la famille royale. Au début des années 1960, dès que la princesse Anne entretenait une relation amoureuse sérieuse avec Andrew Parker Bowles. Leur relation était si profonde que le mariage fut sérieusement envisagé. Cependant, Andrew étant catholique et Anne un membre éminent de l'Église d'Angleterre, l'institution royale s'opposa formellement à cette union. Anne se retira donc par devoir, sacrifiant son bonheur personnel aux exigences de la couronne. Peu après, Camilla entama une relation avec Andrew Parker Bowles et les deux se marièrent en 1973. La princesse Anne assista à leur mariage, assise sur les bancs de l'église, regardant l'homme qu'elle aimait épouser, une autre femme pleinement consciente que les règles institutionnelles lui interdisaient précisément cette place. Elle garda un stoïcisme public absolu, un trait qui allait définir toute sa carrière royale. Camilla entama ensuite une liaison de plusieurs décennies avec le prince Charles, détruisant son mariage avec Diana, portant un préjudice incommensurable à la réputation internationale de la monarchie, et finalement entrant au palais de Buckingham couronnée. Les biographes royaux ont largement documenté la profonde intimidation que Camilla a toujours éprouvée envers la princesse Anne. L'attitude glaciale d'Anne envers Camilla a engendré des tensions latentes et constantes au sein de la famille royale pendant 50 ans. Connue pour son professionnalisme hors pair, Anne salue poliment puis garde le silence pour le reste de la journée, affichant une froideur inflexible qui ne laisse aucune place à la critique. Après le couronnement en mai 2023, Anne aurait confronté Camilla lors d'un déjeuner privé, la regardant droit dans les yeux et déclarant que Camilla n'était pas la reine mais simplement l'épouse du roi. De plus, il est largement rapporté qu'Anne avait sollicité et obtenu une autorisation spéciale de la reine Élisabeth II pour être exemptée du protocole l'obligeant à s'incliner devant Camilla, une pratique qu'elle a conservée jusqu'à aujourd'hui. Pendant 25 ans, la princesse Anne a vu Diana disparaître systématiquement des archives royales. Elle a vu le portrait officiel relégué dans les réserves et le hall des matriarches rester vide tandis que la famille publiait des déclarations creuses sur l'héritage et la mémoire. Aussi, lorsque le prince William a finalisé son projet de restauration du portrait de sa mère, il a trouvé en sa tante une alliée aussi précieuse que déterminée. L'opération menée par Guillaume pour restaurer le tableau fut un modèle de maîtrise administrative. Il ne s'est pas contenté d'entrer dans une galerie avec une toile sous le bras. Il a passé des mois à rencontrer les conservateurs royaux pour discuter du protocole d'installation des portraits. Il a minutieusement étudié les précédents historiques pour chaque emplacement sur le mur de la salle des matriarches, remontant jusqu'à plusieurs décennies. Il s'est assuré que chaque règle institutionnelle, exigence légale et protocole du palais soit scrupuleusement respectée. En établissant une structure administrative impénétrable, Guillaume a garanti qu'une fois le portrait accroché, aucun mécanisme légal ou bureaucratique ne permettrait à Camilla, ni à quiconque, de contester, de retirer ou d'annuler son installation. L'exécution du plan reposait sur le secret le plus absolu. La veille de l'intronisation, le prince William téléphona brièvement à la princesse Anne. Tous deux avaient passé des décennies à dissimuler leurs véritables sentiments en public
et n'eurent pas besoin de longues explications. Anne aurait exprimé son impatience déclarant que cette décision était attendue depuis longtemps et que Diana méritait de rentrer chez elle. William confirma simplement que Diana rentrerait le lendemain. La logistique du jour de l'intronisation fut d'une précision implacable. L'équipe opérationnelle de William avait délibérément programmé un engagement officiel de la reine Camilla hors de Londres. Cette manœuvre visait à l'éloigner physiquement du domaine de Windsor et à l'occuper jusqu'à ce que l'intronisation soit achevée et irréversible. Pendant l'absence de Camilla, la salle des matriarches de Windsor fut bouclée. Seul un petit groupe de membres du personnel, triés sur le volet et de confiance, y fut autorisé à accéder. Ces personnes comprenaient la gravité de l'opération et étaient tenues au silence absolu. Rien ne fut inscrit dans l'agenda royal officiel. Aucun communiqué de presse ne fut rédigé. L'objectif était l'exécution, non les relations publiques. En début de soirée, le portrait de la princesse Diana fut récupéré dans la réserve obscure où il était resté confiné pendant un quart de siècle. Le personnel aurait manipulé l'emballage protecteur avec une extrême déférence, le faisant avec lenteur et précaution, traitant l'œuvre comme un précieux artefact déjà suffisamment abîmé. La princesse Anne insista pour être présente en personne dans la galerie. Rien dans le plan administratif de William n'exigeait sa présence physique. Les conservateurs avaient le tableau, le protocole était validé et les précédents vérifiés. Pourtant, après 50 ans de service institutionnel et d'observation silencieuse, Anne choisit d'assister à ce moment de ses propres yeux. Lorsque l'emballage protecteur fut enfin retiré, le portrait de Diana apparut pleinement entre les murs du château de Windsor pour la première fois en plus de 20 ans. La princesse Anne se tenait devant le tableau, contemplant l'image d'une femme qu'elle avait connue depuis sa jeunesse. Une femme qu'elle avait vue entrer dans la famille, souffrir d'un mariage dévastateur, subir le regard du monde entier et finalement être détruite par l'institution même qu'Anne avait consacré sa vie à préserver. Le cadre fut préparé et l'emplacement mesuré avec une précision extrême. En 1h30, le visage de Diana fut fixé définitivement au mur placé juste à côté de celui de la défunte reine Élisabeth II. Les deux femmes qui avaient fondamentalement défini le cœur émotionnel et historique de la monarchie britannique moderne se tenaient enfin côte à côte. Après l'installation, un silence profond régnait dans la galerie. Ni célébration, ni discours, ni auto-congratulations. Le personnel immobile dans le château désert contemplait un tableau qui n'aurait jamais dû être caché. C'est dans ce silence pesant que la princesse Anne prit la parole. D'une voix douce presque pour elle-même, elle prononça une phrase qui sans doute la hantait depuis des décennies. Selon les membres du personnel présent, Anne déclara « Diana a sa place ici. Elle, a toujours eu sa place. » Elle employa le présent. Elle ne dit pas que Diana méritait d'être là ni qu'il était temps. Elle l'affirma comme un fait absolu et indéniable, comme si les 25 années précédentes n'avaient été qu'une grossière erreur administrative enfin corrigée, alors que le portrait de Diana prenait sa place légitime à Windsor. La reine Camilla n'en avait absolument aucune idée. Cette nuit-là, elle dormit sans se douter que l'emballage protecteur avait été retiré, le cadre installé, et que la femme qu'elle avait passé 25 ans à tenter d'effacer était désormais immortalisée au château. Le lendemain matin, Camilla rentra à Windsor, s'attendant à une journée ordinaire d'engagements royaux. En entrant dans la résidence et en apprenant l'installation du portrait, sa réaction fut immédiate, viscérale et furieuse. Elle ne chercha ni à se calmer,
ni à se retirer dans ses appartements privés pour assimiler l'information. Des témoins la décrivirent se figeant de rage au milieu d'un couloir devant le personnel de la maison. Elle s'est mise aussitôt à formuler une série d'exigences agressives. Elle ordonna le retrait immédiat du portrait. Elle exigea une réunion d'urgence avec le prince William. Elle insista pour que le roi Charles intervienne en sa faveur afin d'annuler la décision. Enfin, et c'était le plus révélateur, elle exigea une liste exhaustive de noms de chaque membre du personnel du palais ayant participé au transport du tableau dans la galerie, signe évident de son intention d'exercer une sévère sanction professionnelle contre les personnes impliquées. Chacune des demandées de Camilla fut catégoriquement refusée. Le personnel lui refusa les noms. William lui refusa une rencontre. Pour la première fois de sa carrière royale, Camilla se retrouva totalement impuissante au sein même de sa propre demeure. Pendant 25 ans, elle avait agi comme une personne dont les simples préférences faisaient tacitement office de politique du palais. Elle avait ordonné que des pièces soient verrouillées, que des fleurs soient brûlées et que des portraits soient retirés sans jamais avoir besoin de rédiger d'instructions officielles. À présent, elle était confrontée à la terrifiante réalité, l'infrastructure du palais restructurée. Autour d'elle pouvait tout aussi facilement l'être autour de quelqu'un d'autre et elle n'avait absolument aucun pouvoir pour l'empêcher. Le coup le plus dur porté à Camilla, cependant, vint du roi Charles. Charles avait consacré toute sa vie d'adulte à la défendre. Il avait combattu les règles rigides de l'institution. L'hostilité profonde du public britannique, la presse implacable, et même ses propres fils qui l'avaient supplié de ne pas l'épouser. Il avait été son ultime rempart et protecteur pendant des décennies. Pourtant, alors que Camilla se tenait devant lui, humilié et exigeant qu'il use de son autorité souveraine pour faire retirer le tableau, le roi Charles resta impassible. Il regarda sa femme et garda un silence absolu. Il laissa la décision de son fils s'en tenir. Il laissa les agissements de sa sœur impunis. Il ne passa pas un seul coup de fil à un secrétaire particulier, une action qui aurait pu faire retirer le tableau avant midi, sans que l'affaire ne soit divulguée. Au lieu de cela, il choisit le silence absolu, contraignant sa femme à encaisser l'intégralité de la défaite. Dans cet instant d'inaction, Camilla comprit une vérité profonde. Charles avait enfin fait son choix. Il avait choisi l'institution, elle avait choisi son héritier, et après une vie d'erreurs catastrophiques, il avait choisi d'honorer la mémoire de la femme qu'il avait lésée. Le silence de Charles n'était pas simplement l'incapacité d'un mari à défendre son épouse. C'était la résignation calculée d'un roi qui comprenait que l'échéance qu'il avait repoussée pendant un quart de siècle était enfin arrivée. Selon certaines sources, Charles aurait supplié en privé Guillaume de ne pas exclure définitivement Camilla de l'institution après sa mort. Le roi est parfaitement conscient de la profondeur de la colère non apaisée de Guillaume. Il sait que Guillaume n'a jamais oublié la trahison de sa mère et que son attitude disciplinée en public masque un profond désir de justice institutionnelle. En laissant le portrait en place, Charles reconnaissait qu'il ne pouvait plus contenir l'autorité de son fils. Alors que Camilla était sous le choc du silence de son mari, la princesse Anne porta le coup de grâce sans préparation. Toute l'opération de William avait été conçue pour être parfaitement discrète, une manœuvre administrative impeccable, sans communiqué de presse, sans confrontation, sans scène dramatique. Il s'agissait d'un échec mat silencieux. Pourtant, la princesse Anne, agissant de sa propre initiative, entra directement dans la pièce
pour affronter Camilla en face, sans assistant, sans témoin pour atténuer le choc. Anne regarda en face la femme qui avait terrorisé Diana, qui avait verrouillé sa chambre et qui avait caché son portrait dans l'obscurité. La princesse Anne regarda la reine Camilla et prononça exactement 5 mots. « C'est ce que Diana méritait ». Anne employa le passé. Elle présenta les faits comme le règlement d'une dette historique restée impayée pendant 25 ans. Ce fut une exécution brutale et précise orchestrée par une femme qui avait passé 70 ans à perfectionner l'art de la maîtrise de soi extrême. Camilla, impuissante, encassa le coup. Elle n'avait jamais réussi à charmer, intimider, ni même à imposer le respect à la princesse royale. Anne était simplement entrée dans la pièce, avait informé la reine consort que son projet d'effacement mené depuis 25 ans était anéanti puis était ressorti. Les détails de cette confrontation ont inévitablement fuité dans la presse britannique. 5 mots prononcés dans une pièce vide du château de Windsor ont plus de poids que n'importe quel communiqué soigneusement élaboré par le service de communication du palais. L'installation du tableau était le plan stratégique. La confrontation de la princesse Anne, elle a révélé la vérité brute et sans phare qui a brisé des décennies de silence institutionnel. Les suites de cet événement ont entraîné une restructuration complète et permanente de la position de la reine Camilla au sein de la famille royale. Elle fut discrètement et inexplicablement écartée de plusieurs engagements publics à venir. Les œuvres de parrainage royal que la princesse Diana avait initialement créées et défendues, des organisations dédiées à des causes essentielles comme les soins palliatifs, le déminage et la sensibilisation au VIH-Sida, furent rapidement réactivées sous la supervision directe de Catherine, princesse de Galles, et du bureau du prince William. Le réseau de communication officielle de la famille royale recommença à mentionner le nom de la princesse Diana, avec une fréquence, une profondeur et une révérence inédites depuis 2 ans. Ce regain soudain n'était pas un simple élan de sentimentalité. Il s'agissait d'un signal institutionnel clair, indiquant que l'équilibre des pouvoirs à Buckingham Palace avait définitivement basculé en faveur du prince de Galles, et que l'ère de l'influence sans limite de Camilla était révolue. Les agissements du prince William prouvent que sa méthode est bien plus dangereuse pour ses adversaires que les prises de position publiques de son frère. Tandis que le prince Harry a choisi de rompre les ponts de façon spectaculaire et publique, sacrifiant son pouvoir institutionnel. Pour dire la vérité, William a opté pour la patience. Il a instrumentalisé l'institution elle-même, attendant de disposer de l'autorité légale et administrative nécessaire pour exécuter une manœuvre infaillible. Il s'est assuré qu'une fois son coup porté, il n'y aurait plus aucun retour en arrière possible. À mesure que le règne du roi Charles progresse, l'avenir de la reine Camille, future reine douairière, apparaît de plus en plus incertain. Elle doit désormais évoluer dans un palais entièrement contrôlé par un futur roi qui a manifesté sa volonté de rectifier l'histoire et de démanteler l'héritage d'effacement dont elle a été victime. Les œuvres caritatives de la princesse Diana reviennent au premier plan des priorités royales. Son nom est prononcé avec un respect et officiel renouvelé. Éti dans la salle des matriarches du château de Windsor, le portrait de Diana trône aux côtés de celui de la reine Élisabeth II, installé à jamais dans l'espace qui lui a toujours appartenu. Le prince William, garçon de 15 ans qui marchait en silence et avec stoïcisme derrière le cercueil de sa mère, a accompli l'acte le plus difficile qu'un fils enragé et furieux puisse imaginer ne rien faire pendant 25 ans. Il a bâti des fondations juridiques et institutionnelles inébranlables,
Et le moment venu, il s'est allié au membre le plus redoutable et inflexible de la famille Saad, la famille royale, pour ramener sa mère auprès de lui. La reine Camilla, qui a passé un quart de siècle à tenter d'effacer l'existence de Diana du paysage physique et historique de la monarchie britannique, doit désormais passer chaque jour devant ce portrait pleinement consciente de résider dans un palais où elle ne détient aucun pouvoir réel, mariée à un roi qui ne la défendra pas contre l'inéluctable cours de l'histoire et hantée par 5 mots prononcés par la princesse royale.